Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission. Le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc. Bon matin, salutations, meilleures salutations. Chers abonnés, bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons hâte de vous entendre. Nous avons Michael, Sylvain, Isabelle qui sont présents. Benoît qui est là, bonjour. Nous avons 441, Venise. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça veut dire Venise, qu'elle appelle de Venise? Venise en Québec ou Venise en Italie? Il y a des gens qui s'appellent Venise. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Venise. Ah, OK. Est-ce que c'est votre nom? Ah, c'est son vrai prénom. Ah, oui. problème Venise? Bon. OK. Oui. Bon, fait que là, bon, il y a quelqu'un qui me dit que la vidéo... OK, rapidement. OK, juste pour expliquer. Ce matin, dans le meeting, parce que là, je me suis abonnée à un autre... comment tu appelles ça? Quelqu'un qui nous donne un réseau Internet. Avant ça, j'étais avec TELUS Canada, que j'utilisais aussi, un provider, là, un fournisseur Internet. Et là, j'ai pris un forfait américain pour pouvoir avoir une meilleure connexion. Mais malheureusement, ce matin, ça ne marche pas mieux. Fait que là, j'ai pris le fournisseur conjoint canadien que j'ai d'habitude, puis ça lag encore. Mais je vous annonce que malheureusement, je vais être obligée d'aller m'acheter un iPhone 12 où je vais être capable de prendre le 5G et que là, on m'a confirmé que ça allait me donner une qualité d'Internet incroyable. Alors, dès demain, je vais me sacrifier. Je suis obligée d'aller acheter un 5G et fait que normalement, ça devrait être mieux dès demain. Alors, c'est bien plate magasiner ça. Hein? OK. Bon, alors, on n'a pas de main levée encore. D'habitude, le lundi, il me semble que le monde a hâte de nous jaser. Il y a un week-end de passé. Ils ont de quoi raconter. Alors, j'ai très hâte de voir qui sera le premier ou la première à vouloir se signifier. Parce que souvent, en plus, je donne ça comme truc, les premiers qui lèvent la main, eux autres sont tout le temps assurés de passer ou presque pour partir l'émission. Donc, je n'ai pas. En attendant, Doc, on peut peut-être donner des nouvelles parce qu'on en a mentionné un petit peu. Moi, je m'en suis fait beaucoup parler, hein. Puis le Doc, sa poursuite. Je dis, moi, le connaissant, je suis sûre qu'il va aller en appel. Puis on ne s'en était pas parlé, puis finalement, c'est ce que vous avez l'intention de faire. Ah oui, définitivement. Alors, je vais aller en appel. On est en train de préparer la requête, la permission d'appeler, et pour être reçu à la Cour d'appel du Québec. La Cour d'appel décidera, jugera, non pas Mayou, mais le jugement qu'a rendu le juge Robert Dufresne en donnant raison au Collège des médecins et en bloquant ma poursuite contre eux. Peut-être la Cour d'appel sera d'accord avec le juge Dufresne, mais ça se pourrait qu'elle ne soit pas d'accord avec le juge Dufresne. Alors, nous verrons. Et nous verrons aussi quelles sont les explications que la Cour d'appel pourrait utiliser pour justifier le jugement Dufresne. On a quelqu'un qui voulait réagir à ça. Anonymous. Oui, allons-y. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Oui. En fait, c'est parce que vous êtes rendu un expert dans le domaine. Je ne sais pas si c'est approprié que je vous pose cette question-là, c'est judiciaire, mais je me demandais, avec votre expertise, si vous pouviez me donner de l'information, pas en ce moment, mais sur une loi. Je ne sais pas par où commencer. J'ai perdu un emploi il y a plusieurs années. Je crois que je suis en dehors des délais, mais je ne sais pas légalement comment ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir accès à une certaine expertise de votre part en dehors d'ici, là? Écoutez, je ne sais pas. Dans un premier temps, vous auriez avantage à demander à un avocat qu'est-ce qu'il en pense. Oui, alors, c'est du droit. Lorsqu'on est hors délai, est-ce que vous allez être capable de justifier le hors délai? Et là où mon expertise peut être précieuse,
c'est lorsque quelqu'un, un avocat décide qu'il a besoin d'une expertise médicale pour justifier un hors-délai. Il est exactement là mon point de vue. En lien, je vais vous le dire très rapidement, là, sans qu'on tombe dans le précis, c'est que ma médication, on en a discuté ensemble déjà, et c'est sur ce sujet-là que je trouve que j'avais une raison justifiable de ne pas me représenter immédiatement. C'est-à-dire, quelle est cette raison par rapport à la médication? C'est que je n'étais pas capable d'avoir la même concentration qu'auparavant. Il me restait un 10 au niveau physique à récupérer encore quand ça a été ce cas-là. Ce n'était pas que mental, mais à cause de la médication qui m'était donnée pour le physique, que j'avais encore à ce moment-là, ben, j'étais pas apte à continuer mon travail. Alors, demandez, c'est ça, demandez à un avocat et votre avocat saura trouver un psychiatre qui effectuera une expertise afin de l'aider à déterminer si, pour des raisons médicales, vous n'aviez pas toute votre tête et vous étiez dans l'incapacité d'agir. C'est comme ça que ça s'appelle. OK? Oui, c'est pas mal les démarches que j'avais faites au départ, mais je n'ai pas les moyens de me payer un avocat directement. Ben oui, donc, mais là, on ne peut pas passer, on peut pas avoir. Moi, c'était vraiment une question. L'aide juridique, c'est par là que j'étais l'aide juridique est là pour ça, là. Oui, parce qu'on affronte un dinosaure à l'autre côté. C'est pour ça que je suis mal pris. Mais c'est pas grave. Dans le fond, j'aurais pu simplement demander ça plus clair, là. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter en dehors d'ici pour avoir une expertise médicale? non, mais si vous écoutez, les expertises, s'il y a une affaire qui demande beaucoup de temps et qui est onéreuse, qui est dispendieuse, ce sont les expertises psychiatriques. Alors, si vous n'avez pas d'argent, je vous souhaite bonne chance. Essayez de vous prendre un avocat sur l'aide juridique qui recherchera un psychiatre qui sera payé au tarif de l'aide juridique. Oui, puis advenant le cas qu'avec mon conjoint, avec son assurance, on peut, au niveau psychologie, faire quelque chose à ce moment-là. Est-ce que c'est un motif possible? Bien, tout est possible, mais le mandat, je le reçois d'un avocat. Comprenez-vous? Oui. Et j'en fais très peu. Alors, non, j'avais vraiment besoin juste d'une information. C'est ça. Allez-y. OK. Merci. Bye. Merci. On est là pour donner de l'information quand c'est possible. Puis oui, c'est un domaine que je connais assez bien. Exact. Alors, on poursuit. Nous avons Stéphane qui est là. Bonjour, Stéphane. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Stéphane, on vous J'ai écoute. profité de ces 2 semaines-là, José, à vraiment faire beaucoup d'introspection. Et puis, Monsieur Mailloux, j'ai une question à vous poser. Oui. Comment avez-vous fait? Parce que j'ai réécouté tous les appels que j'ai pu faire. Comment avez-vous pu faire pour me laisser parler, me laisser vous couper, jamais écouter un espace de parole en criant? En réalité, quand je dis que je crie, je parle souvent avec passion, mais je me dis, mais quel être exceptionnel, alors que dans d'autres cas, vous les ramassez, gentiment dit, et ça donne des résultantes. Monsieur Mailloux, comment ça se fait que vous ne m'avez pas ramassé avant? Aurais-je été sur une espèce d'immunité ou est-ce que vous auriez dit en dedans, Stéphane, ça fait longtemps qu'il appelle, je le confronterai en son temps. Je trouve que cette écoute merveilleuse que vous m'avez donnée, sans jamais m'avoir pris, par exemple, pour dire, ben oui, vous avez tellement toujours été exceptionnellement gentil à l'écoute, ça me touche énormément. Maintenant, je vois le poids des mots, j'essaie d'apprendre à en utiliser beaucoup moins pour qu'ils soient plus percutants, le peu que je dirais. Parce que j'ai mes hypothèses, à savoir maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis comme ça? Il est évident que j'ai eu besoin dans ma vie beaucoup d'écoute. Il est évident dans ma vie que quand mon père est décédé à 15 ans, hein, ça a duré 3 mois comme Robert Bourassa à l'époque, là, cancer de la peau, mais alors que tous les mononcles venaient me dire « T'occupe-toi de ta mère, là, puis ça va être important, fais pas trop de bruit, puis gna, gna, gna. » Alors des crises d'adolescence, je n'en ai point vécu. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me donne un âge intérieur d'environ 14 ans. Le goût du risque, je déteste les responsabilités.
Mais quand je vous regardais, là, vous avez été patient, M. Mailloux, comme personne n'a été patient envers une autre personne. Et je me dis, mais quel honneur, soit vous avez le tour, mais vraiment chirurgicalement parlant, soit, monsieur, vous avez tout catché de ce que je n'ai pas encore compris. Voilà. Autre chose, moi, Stéphane? Non, j'aimerais vous dire que rendu à cette étape-ci, j'ai macéré et j'aimerais vous souhaiter une belle fin de journée. Et M. Mailloux, on va se laisser sur ça. Comment se fait-il que vous m'avez donné tant de paroles alors que vous auriez pu m'utiliser afin de me ridiculiser? Il faut être plus que magique. Merci à tout le monde. Au revoir. Ainsi va la vie. Vous savez, il y a une partie de mes interventions qui est mue par l'intuition, le pressenti. Ce n'est pas infaillible. Intuition et pressenti qui résultent de 41 ans d'écoute, à la fois en psychiatrie et en psychanalyse. Il peut m'arriver de me tromper dans mes réactions. Il peut m'arriver de ne pas avoir la réaction la plus juste et adéquate dans les circonstances. Mais il peut arriver aussi que l'intervention soit tout à fait de bon niveau. Ceci étant dit, d'autres appels? Non. Bye bye. Vous êtes les bienvenus. Levez la main si vous voulez nous parler. C'est libre et sans tabou. Mais pendant ce temps-là, je vais quand même continuer là-dessus si vous me le permettez. Ben oui, ben oui. C'est fascinant. Tu sais, moi, souvent, la question ou des commentaires que je vais passer, « Hey, moi, j'appellerai jamais, j'aurais peur de me faire ramasser. » Il y en a qui appellent, ils ne se font pas ramasser puis se demandent pourquoi. Tu sais, c'est... On dirait qu'il y a des gens qui attendent ça, qui souhaitent quasiment que vous les ramassiez, puis d'autres qui n'osent pas téléphoner parce qu'ils ont peur. Tu sais, c'est du cas par cas, c'est différent d'une personne à l'autre, mais ce qu'on se rend compte, puis moi, je suis très heureuse de voir, et c'est ce qui est merveilleux avec l'émission qu'on a sur le web avec les suivis, c'est de voir le cheminement de chacun. Puis là, ça a été dit d'ailleurs qu'on constate le cheminement de Stéphane, tu sais, depuis son premier appel à aujourd'hui. Puis là, vous n'avez même pas répondu à cette question ou tant, mais lui, pris la peine, on a senti qu'il avait cheminé. Il se questionne encore, j'ai-tu droit à un passe-droit, moi là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est fascinant. C'est fascinant. Ouais. Alors, dans le cas de Stéphane, il semble à première vue que le fait d'avoir été écouté, sa diarrhée verbale a beaucoup diminué. Un. Deuxièmement, il pourrait s'avérer ou il pourrait devenir beaucoup plus à l'écoute des autres, plus respectueux. Le fait d'avoir été respecté, il pourrait devenir plus respectueux des autres et moins les gaver, les enterrer de paroles. Ah, tout ça est possible, les amis. Par contre, quelqu'un que je sens qui est mal intentionné, qui a de la méchanceté derrière ses attitudes ou ses propos lorsqu'il appelle, ça se pourrait qu'il frappe un os, un gros os dans sa bouchée de poulet. Ça peut arriver. Puis, en attendant que les gens lèvent la main, je vais faire du chemin là-dessus. Puis, je ne parle pas tant de Stéphane, mais on en connaît tous des gens qui parlent. Je ne parle plus de Stéphane, là. C'est-tu une forme de protection aussi? C'est que pendant qu'ils parlent, ils ne parlent pas, tu sais. Les gens ne rentrent pas dans leur intériorité ou ils ne laissent pas de place à... Tout ça est possible. C'est-tu une couche de protection, ça, les grands parleurs, là? Alors, les grands parleurs peuvent être sur un élan défensif. Par contre, ils peuvent être aussi sur un élan de manque de respect total pour l'autre. Il y a les deux. Et le manque de respect total pour les autres est très répandu, particulièrement chez la gente féminine de 50 ans et plus. C'est épouvantable. J'entends ça, là,
quasi à tous les jours, des femmes de 50 ans et plus qui distribuent conseils et conférences au téléphone sur les médias sociaux. Ça n'a pas de fin. C'est épouvantable d'entendre ça. Mesdames, respect de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des filles, vous avez élevé des enfants. Oui. Ce qui est le pire, je pense, là, c'est ceux qui ramènent tout le temps à eux. Tu amènes n'importe quel sujet, là. Ils ramènent ça aux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'es pas capable de finir ce que tu es en train de raconter. Ils t'écoutent pour s'alimenter de ce que tu dis, pour ramener ça à leur propre expérience. Ou... Tu sais, c'est... écoute, j'entends des personnes de 60 ans et plus, des échanges téléphoniques imbuvables. Puis il n'y a personne qui leur dit, écoutez, il y a beaucoup de femmes de 60 ans et plus, vous êtes désagréables avec vos camarades, vos collègues féminines, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir vous le dire. T'sais, écoutez-vous parler. Vous êtes imbuvable. Puis c'est moi qui est obligé de le dire. OK, on poursuit. Nous avons 3 mains levées. Alors, Anonyme, tout d'abord, bonjour. Vous pouvez réactiver votre micro. On l'a entendu tantôt, fait que je sais que Allô? La personne est là. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Mademoiselle Sophie, on vous entend très bien. Ah, j'ai la misère un petit peu. Je vous ai perdu justement pendant les dernières minutes sur mon réseau. Oui. Je pensais vraiment pas appeler aujourd'hui. Mais ça m'interpelle, la diarrhée verbale. Parce que... Mais tantôt, on vous a entendu nettement mieux. Ça serait-il possible de vous rapprocher du micro? Ou bien... Est-ce que c'est mieux? Comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux? Parce que... Là, oui. Parfait. Là, ça va bien? Allons-y. Bon. En fait, je vais parler au passé. J'étais ce genre de personne, puis j'en étais consciente. Et je ne savais pas pourquoi. Puis j'essayais de mettre fin à ça. J'ai fait un long travail sur moi-même. Puis moi, j'en suis venue à la conclusion, dans mon cas à moi, là, je vais parler pour moi parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce comportement-là. Moi, ça revient un petit peu, là, je vous ai manqué un peu là, tantôt, là, mais à ça, je n'ai pas été écoutée absolument pas. Là, pendant mon enfance, moi, j'étais invisible. Donc, je ne disais pas un mot, j'étais un enfant sage tranquille, dans un milieu dysfonctionnel. En vieillissant, ben, c'est ça. Vers l'adolescence, de mémoire, là, c'est ça. Je pouvais parler sans arrêt. Je n'avais aucune écoute envers les gens. Mais c'est un mécanisme dans mon cas de protection. Parce que j'ai compris que c'est comme une forme je gardais le contrôle, premièrement, parce que pendant que je parle sans arrêt, on ne me questionne pas, on ne va pas aller voir, j'ai pas à m'ouvrir, à montrer qui je suis, parce que j'avais plusieurs les mécanismes de protection, je n'avais plus qu'un, c'en était un. Donc, pendant que je parle, moi, là, je ne m'ouvre pas. Il y a ça. Je pense que, ouais. Puis garder le contrôle aussi sur la conversation, parce qu'arrêter de parler, puis être à l'écoute, ça permet à l'autre de me questionner. Puis là, il faut que je réponde. Étant donné que je suis une personne, en plus, qui n'est pas capable de mentir, ben je nommais la vérité, tu sais. Puis d'un autre côté, ce qui est contradictoire, ça, que j'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est que autant que j'avais tellement peur, ben je l'ai encore un peu, mais beaucoup moins, de m'ouvrir aux gens, de montrer qui je suis réellement. J'avais ça, mais je pouvais aussi partir là, à dire des choses vraiment personnelles, pas aux inconnus, on s'entend. Mais je veux dire à mes proches, tu sais, des choses, là, vraiment, là, je peux déblatérer, là, c'est des choses que c'est pas nécessairement qui m'appartenaient à moi, tu sais. Mais je le garochais à mes proches. Dans le fond, c'est comme si inconsciemment, régler mon problème, tu sais. Puis un jour, quand j'ai tout pris conscience de ça, puis ça a été long, ça m'a pris 2 ans. Je suis revenue à l'intérieur de moi, puis j'ai fait l'inverse. J'ai été dans l'isolement volontaire pour vraiment apprendre à me connaître,
puis c'est ça, j'ai mis le bobo, le doigt sur ce bobo-là, entre autres. Puis j'ai appris l'écoute, parce que j'ai appris à m'écouter moi avant. Puis aller voir pourquoi je faisais ça, puis même moi, j'en étais consciente, puis je me trouvais moi-même désagréable, puis j'arrivais pas à arrêter, Fait que, ben oui, j'ai lu beaucoup. Je suis quelqu'un qui lit depuis l'âge de 10 ans sur la psychologie. J'avais bien les connaissances, bien le fun d'avoir des connaissances, mais les appliquer, c'est une autre patente, hein? C'est pas la même affaire, là. Moi, j'étais une bibliothèque de connaissances au niveau psychologique, puis pour les autres, j'étais de très bons conseils, mais je veux dire, pour moi, j'étais incapable de les appliquer. Donc, j'ai testé ça. J'ai resté seule vraiment longtemps avec moi. Les gens s'inquiétaient, mais en fait... Quel âge avez-vous, Sophie? Je vous ai appelé Mademoiselle Sophie tout à l'heure. Peut-être me suis-je trompé. Quel âge avez-vous? 43 ans. Oui, vous commencez à être moins jeune un peu, là. Ah, Ouais. c'est madame. Oui. Ben, alors, vous êtes de très bons conseils. Ben, je veux dire... j'ai appris maintenant à écouter, c'est ça la différence. C'est qu'avant aussi, tu sais, j'étais la mère Teresa, je m'en rappelle. Mon surnom était Mère Teresa, hein, tu sais, aussi. Dans le fond, là, tout vient du manque d'amour que j'ai eu. Tout part de là, là. C'est le point culminant, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que moi, j'étais celle que tout le monde venait à moi justement pour des conseils, pour de l'aide. Et puis j'étais au-devant même, tu sais, jusqu'à temps que je comprenne que dans le fond, là, tout ça était juste pour recevoir de l'amour, quand le mot m'échappe, pas de la considération, ben oui, mais de la reconnaissance. Puis je n'aidais pas toujours parce que dans le fond, souvent, ben, j'allais au-devant. Les gens n'apprenaient pas, je parle d'il y a plusieurs années, à aller chercher par eux-mêmes les outils. Moi, j'étais celle qui réglait les problèmes des gens. Je ne réglais pas les miens, par exemple. C'est une forme d'évitement, je trouve. Oui. Puis, Sophie, si vous permettez, on va revenir. Vous avez dit quand même beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. Vous avez affirmé questionner. Lorsque questionner, je dois répondre. Oui. Oui, c'est comme si j'avais honte de qui j'étais. Non. Lorsque questionner, je dois répondre. Est-ce que vous conservez cette attitude-là à 43 ans? Après, pratiquement pas, je dirais. Faut faire quand même un... J'essaie de ne pas trop en dire, là, sur moi, là, mais... Pourquoi vous essayez de ne pas trop en dire? Vous avez peur d'être reconnu? Ouais. Encore? Ouais. J'ai encore ça, tu sais. Mais en fait, j'ai un gros choc post-traumatique. Ce qui fait que... Non, attendez un peu, là. Regardez. Okay. Lorsque questionner, je dois répondre. Ouais. Lorsque questionner, je dois répondre. Ouais. Lorsqu'une bonne femme vous questionne, vous êtes obligé de lui répondre. Ouais. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de lui dire « Ma chérie, tu es indiscrète. » Maintenant, je le fais. Depuis quand? Oh mon Dieu, c'est récent. Depuis, disons, la dernière année. J'évitais tout rassemblement, j'évitais tout. Alors là, vous prétendez que depuis la dernière année, vous êtes capable de dire à une femme « Tu es indiscrète. » Oui. Puis ça, c'est venu avec... C'est arrivé à combien de reprises et avec qui vous avez été capable de vous affirmer à ce point? Avec ce que je considère des inconnus. Par exemple, j'ai des enfants qui font des activités sportives de groupe. Moi, j'étais la seule qui Puis c'est encore comme ça, mais là, j'ai compris que c'est correct, ça ne me rejoint pas, ces gens-là. Alors, lorsque questionner... Attendez un peu, vous ne me charrierez pas matin, vous là. Lorsque questionner, je dois répondre. Ouais. Là, vous dites que depuis un an, vous pouvez dire à un inconnu, c'est indiscret ta question. Absolument. Êtes-vous capable de le faire avec vos parents, vos proches, vos tantes, belles-sœurs, beaux-frères? Ah, ben oui. Ben oui, sans aucun doute. Vous êtes capable de dire à votre mère est vivante? Oui. Vous êtes capable de lui dire qu'elle est indiscrète lorsqu'elle vous pose une question? Ben, moi, je dis pas que c'est indiscret. Je dis, je suis pas, non, c'est pas une question que ça me tente de répondre. J'aime mieux garder ça pour moi. Okay. C'est comme Depuis ça. quand vous êtes capable de faire ça avec votre mère? Pardon? Depuis quand vous êtes capable de faire ça avec votre mère?
Avec ma mère depuis toujours. Ma mère, j'ai pas eu un bon lien jusqu'à récemment. Tu sais, c'est ma mère. Ah, si vous avez un mauvais lien, vous êtes capable de vous affirmer. Alors, avec le bonhomme vous Ah, questionne. je ne le vois pas. C'est un. Ah, mon Dieu. Mon père, je ne l'ai pas vu depuis plus. Je pourrais même pas vous dire, là, depuis 25 ans, je pense. Mais qui vous avez de proche? En ce moment, justement, là, dans la dernière année, j'ai fait un gros ménage, justement. Et les gens qui étaient attirés vers ce côté-là de moi, là, de la mère Teresa. Je me suis concentrée. Sophie, votre histoire de Mère Teresa nous irrite l'oreille. Pourriez-vous arrêter avec les niaiseries à l'âge que vous avez? Non, mais ça, c'est Mon sûr. Dieu, puis Mère Teresa, là, pourriez-vous nous crier sa paix avec ça? OK? Je savais que vous me ramasseriez, c'est bien ça le pire. Ben là, c'est parce que ça devient irritant, là. Tu sais, Mère Teresa, puis Mère Teresa, puis Mère Ok, Teresa, puis revenons à mon votre Dieu, puis question. mon Dieu répété, là, après la quatrième fois, là, vous devenez un petit peu lourde. Ouais, ben je suis stressée un peu aussi, je dois Ouais, avouer. ouais, ben, réponse à toutes. C'est pas de ma faute, je suis stressé. C'est le stress. C'est pas de ma faute. C'était quoi votre élément qui vous a amené à changer? Y a-t-il un élément déclencheur, une situation? Ouais. J'ai euh, j'ai rencontré en 2019 quelqu'un euh, avec qui je me suis rendu compte que j'avais jamais réussi à créer de lien, en fait, avec qui que ce soit. Et j'ai créé un lien avec cette personne-là, ça m'a ébranlé parce que je savais pas quoi faire. Moi, j'étais comme une petite fille, en fait, là, ces émotions-là qui sortaient de nulle part. Oui, oui, là-dessus, on va être facilement d'accord. Je savais pas quoi faire avec tout ça. Oui, mais C'était quelle était la question que j'ai osée? Parce que là, j'ai hâte de voir des de éléments de cette réponse. personne-là. C'est l'événement déclencheur qui a bousculé, va vraiment. J'ai eu une genre de, je vais le dire, descente aux enfers. Mais Êtes-vous accompagné, Sophie? Parce que je pense que vous aurez avantage à vous faire accompagner, là, parce que c'est un peu du n'importe quoi. Dernier point avant que je termine. Vous avez mentionné que vous étiez incapable de mentir. ouais. Ben, sauf à moi-même. Pardon? À moi-même, ça, j'ai été capable très longtemps. Puis même encore aujourd'hui, c'est sûr. Mais Mais c'est n'importe quoi et son contraire. Alors, Sophie, faites-vous accompagner un peu, d'accord? Puis on va essayer de parler moins et de réfléchir un peu plus. D'accord? vous êtes dans le champ, M. Manu. Bye. Bye, Sophie. C'est Bon. Qu'est-ce que vous irrite tant? Non, mais ça va devenir imbuvable. Et 43 ans, là, elle s'approche de la cinquantaine. Je l'ai dit tantôt. Ça donne des conseils à tour de bras. Ça écoute pas. Ça dit n'importe quoi. Hey, Mère Teresa, là, s'il vous plaît, là. Mon Dieu, C'est puis Mère galvaudé, je peux Teresa, là, comprendre, changez de là. vocable. Quand tu es Mais je rendu trouvais à. ça quand même. Moi, je vais donner. C'est rafraîchissant, Doc. Elle était capable de dire qu'elle donnait des conseils, puis que dans le fond, qu'elle n'était pas équipée pour en donner. Tu sais. C'est rare. Ça prend une humilité pour dire ça. Là. Elle va continuer à le faire. Tu sais, tant que tu admires la bonne femme, Mère Teresa, là. Allô, Mars? Quand tu les incantations avec mon Dieu puis Mère Teresa, là, 4 fois pour les deux, là, ça commence à alourdir l'échange. On va parler avec Nicole. Ensuite, ça va être au tour de Pierre-Marc. Bonjour, Nicole. Bonjour, m'entendez-vous bien? Nicole. Oui. Oui, Ça marche pas? Oui. oui. Allô? Oui, Nicole, on vous entend bien. On vous entend, Nicole. Ah, excusez, désolé. Moi, ça fait. J'ai toujours écouté par bout. C'est la première fois que j'appelle. Je suis très nerveuse. Je ne suis pas habituée de parler dans une ligne téléphonique. Ça a tout pris pour que je me lève la main. Là. Oui. C'est moi qui vous ai posé une question au sujet des TPL. Je vous avais demandé d'avoir un sujet sur les TPL, Oui. c'est trouble de la personnalité limite. Moi, c'est ma fille.
Puis je vis un calvaire, si on veut, parce que j'ai de la difficulté à aller chercher. Je trouve qu'il n'y a pas de ressources. On est barouetté d'un bord puis de l'autre. Ma fille, elle-même, elle a été. Parce qu'elle est TPL, puis en plus sévère. Non, regardez, Nicole. Regardez, respectueusement, là, vous ne m'embarquerez pas dans un diagnostic qui a été porté non pas sur vous, mais sur votre fille. Alors, je ne veux pas parler du diagnostic. Et là, gros comme le bras, vous nous dites que votre fille est TPL. Qu'elle a un trouble de personnalité limite. Et là, on part la galère. Vous allez nous parler de vous. Votre fille nous appellera pour parler d'elle. Mais moi, mon problème. Autrement, c'est très dangereux, là. Mon problème, c'est ma fille. C'est. Comment je pourrais dire? C'est moi qui subviens à ses besoins. Elle a 25 ans, mais c'est lourd pour moi. J'arrive pas à traiter sa maladie. J'arrive pas à. Je me mets haut les pieds d'un plat envers elle. Notre liaison est pratiquement l'horreur parce qu'à cause de ça, je n'arrive pas à contrôler sa maladie, si on veut. Je n'arrive pas à trouver les ressources, même pour elle. Elle veut toujours se tuer. Elle veut se suicider. Je n'arrive pas à trouver les ressources. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que même elle est renvoyée parce qu'elle est... comment je pourrais dire, à cause de sa TPL, elle devient mauvaise, elle devient acquis. Le monde n'est pas capable de la gérer. Fait qu'à cause de ça, les ressources la renvoient. Parce que pourtant, c'est ça la maladie. Je ne comprends pas. Ça dit, elle n'est pas capable de contrôler ses émotions et ainsi de suite. C'est ça la maladie. Puis quand elle trouve une ressource. Nicole, lâche la maladie tranquille, là. Là, tout le monde a compris que vous êtes désemparé avec ça, cette histoire-là. Bon. Est-ce que votre fille a un père, un géniteur? Non. Non, Nicole, je répète, est-ce que votre fille a un géniteur? Oui, mais il est plus... ne pas nous dire non, là. Un géniteur, c'est celui qui a mis la graine dans votre vagin pour qu'il y ait une naissance. Oui, elle a eu un géniteur. Ça fait 15 ans qu'il n'est plus dans le décor. Bon, attendez un peu. Répondez pas non quand c'est oui, là. Attendez. C'est elle-même qui l'a régné en plus. Non, non. Je pense que c'est peut-être à partir de là. Elle a un géniteur. Oui. J'espère. Bon, merci, Nicole. Quel âge avez-vous, Nicole? 58. 58 ans. Bon. Alors, Nicole, depuis 15 ans, votre fille a décidé de rompre, elle a 25 ans, et elle a décidé de rompre avec son géniteur. Oui. C'est ça que... Est-ce qu'elle l'a revu depuis 15 ans? Non. Non, puis là, c'est lui, de toute façon, j'ai essayé de le retrouver, d'avoir un contact avec lui. C'est lui qui a refusé de parler avec ma fille. C'est lui qui a refusé de revenir dans le décor. Et pourquoi a-t-il refusé tout contact avec sa fille? Votre fille à vous deux? Ben, c'est avec tout, pas avec son groupe, sa fille, puis moi, là, dans le fond. Pas juste avec ma fille, là. Il a refusé parce que lui, il a des problèmes, c'est ça, c'est des problèmes de consommation. Non, problème de quoi? Je suis un consommateur et je mange. Problème de cocaïne. Bon, il est dans la poudre. Ouais. Seulement le nez ou l'anus avec? Pardon? C'est une niaiserie que je vous sors. Non, j'ai pas compris. Il se poudre uniquement le nez ou l'anus avec? À votre connaissance. Problème de cocaïne. Bon. Ma fille a eu des problèmes aussi de consommation. C'est aussi ça. Non, problème de drogue. Non, on est tous des consommateurs. Elle, c'était quoi, Nicole? Ouais. Ça a mal commencé par rapport à ça. Je pense son mal qu'elle avait, quand elle m'explique son mal qu'elle a. On va y arriver tranquillement. Alors, le géniteur est toxicomane. La fille, est-elle toxicomane?
Elle a fini par l'être un peu, mais là, elle ne l'est plus. Elle a arrêté, ça fait peut-être 2 ans, mais elle continue à fumer du cannabis. Elle est plus toxicomane, elle prend juste du pot. Alors, elle pote à tous les jours. Elle prend plus de drogue dure. Pardon? Elle prend plus de drogue dure. Au moins, elle prend plus de drogue dure. Est-ce que la hashish est une drogue plus molle que la cocaïne? Allumé, Nicole, 58 ans. Oui, c'est moins dangereux le pot que la cocaïne. Oui, le hashish est moins dangereux que la cocaïne. Qui c'est qui vous a vendu cette niaiserie-là? Mon analyse. Personne en particulier. Nicole, qui c'est qui... Non. Qui vous a convaincu que la poudre, c'était une drogue dure, puis que la hashish, c'était une drogue douce? Mon conjoint, j'imagine. Bon, merci. On est excusé. Oui, oui. Alors, Nicole, quand on avale des couleuvres, on a des couleuvres dans l'estomac. Qu'est-ce qui est le pire, justement, dans ma famille, dans moi, je n'ai jamais eu de problème de drogue ou de boisson. C'est pas un domaine que j'ai jeune à côtoyer. Fait que quand j'ai rencontré mon ex, ben, j'étais pas habitué de ces problèmes-là. Mais premièrement, il disait que ça faisait comme 3 ans qu'il était. C'est sûr, il m'a menti, là. C'est une autre histoire. Vous avez fait combien d'enfants avec? 2? Oui. 2 enfants? Votre fille a 25, votre garçon? Ils ont 20 mois de différence, fait qu'il y a 24. Donc. OK, il y a 24. Alors, 2 enfants coup sur coup. Est-ce qu'ils se droguaient quand vous avez fait les bébés? Non. Supposément qu'il était en sevrage depuis 3 ans, puis qu'il avait été là-dessus juste 2 ans, quand il avait déjà été marié, en toute une histoire. Quand il s'est séparé. Il est rendu à quel âge? Il est rendu à quel âge, votre géniteur? À peu près la même chose. OK, vous avez à peu près, vous êtes du même âge. Avec quoi qu'il paye sa poudre, à votre connaissance? Mais là, je ne sais pas là, mais dans le temps, c'était avec mon travail, avec mon argent. Lui, il restait à la maison, puis avec les enfants, puis c'est moi qui travaillais, qui faisais du surtemps, puis mais c'est à la longue qu'il a fini par, quand il y avait un travail, mais ça paye, je ne l'avais pas, il a dépensé. Vous savez, Nicole, votre fille est supposée être TPL. Nicole, on va laisser la TPL tranquille. Je pense pas. Nicole, j'ai vraiment lu là-dessus, M. Maillot. Pardon? Elle a vraiment un problème. J'ai beaucoup. Oh, non, attendez, vous êtes très instruite, là, mais là, on arrive à vous, là. On arrive à vous, parce qu'on va commencer par vous. Parce que si votre fille vous perd, si vous coulez, on va être dans le trouble. Elle va être dans le trouble. Bon. Alors, vous êtes en train de nous dire que vous avez subventionné la toxicomanie du père de vos enfants. Bien, il était pendant les 5 premières années, il faisait juste une rechute par année. C'était pas comme vers la fin. Une fois par année, à peu près, il faisait une rechute. Quand il partait 2 jours. Oui. Regardez, Nicole, moi, je n'ai pas de problème à ce que vous m'interrompiez. Mais juste pour savoir concrètement, là. Mais concrètement, est-ce qu'il volait votre argent? Comment vous l'avez financé? Comment concrètement il avait accès à votre compte en banque? Il a recommencé à consommer parce que lui, il était 5 ans, c'est lui qui s'occupait des enfants à la maison. C'est moi qui avais le meilleur salaire. Pendant ces 5 ans-là, il n'y a eu aucune rechute. C'est à partir quand les enfants ont commencé à aller à l'école, que là, j'ai dit, bon, ben là, les enfants commencent à aller à l'école, il faut qu'ils retournent sur le marché du travail, et ainsi de suite. Là, il est retourné sur le marché du travail. C'est à partir de là, il y avait de l'argent d'impôt. Puis à partir de là, il a commencé à faire des rechutes. Au départ, il ne consommait pas tout le temps. Au départ, il faisait une rechute aux 6 mois. Après, ça a été aux 3 mois. Ça a été m'amener toujours. C'était par rechute et non consommation à tous les jours. C'était par rechute. Puis plus que ça allait, mais plus il faisait des rechutes. Là, je me dis, ben là, ça, c'est l'histoire que vous racontez. Je serais curieux d'avoir l'histoire du géniteur. Bon, Nicole, qu'est-ce que vous aviez comme travail? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque comme travail pour faire vivre
et le conjoint et 2 enfants à la maison? Ben, je travaillais comme je travaillais à Post Canada. OK. J'avais un bon salaire, façon de parler. J'avais juste assez pour pouvoir vivre une famille. OK. Puis à moi, vraiment qui me mettait dans la merde, ben, là, on fallait gratter fallait faire du surtemps et tout de suite. Ouais. Fallait que. OK. Alors, vous aviez un bon travail. Nicole, vous avez fait vivre le géniteur de vos enfants et maintenant, vous êtes à faire vivre votre fille de 25 ans. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Donc, je pensais que j'étais à ma retraite. Je pensais être. Mais c'est tellement une histoire. Moi, j'ai voulu laisser. Là, parce que là, c'est pas loin, j'ai voulu laisser ma coopérative. Puis la coopérative, puisqu'elle a resté avec moi au départ. Mais c'était l'enfer. Là, Puis là, pour que je sais qu'elle ne pourra jamais aller travailler à l'extérieur, elle a déjà essayé, ça n'a jamais fonctionné. J'ai voulu laisser ma coopérative pour que justement, qu'elle soit capable de gérer sur l'aide sociale ses affaires, parce que la coopérative, il allait selon son salaire. Son salaire, façon de parler, ses revenus. Fait que moi, j'ai dit à la coopérative que je quittais, que je laissais ma fille dans le logement. Là, ils ont fait, là, ils ont dit non, ça ne marche pas de même, tu ne peux pas faire ça. C'est nous autres qui décident si elle a le droit ou non de rester. En tout cas, ça a été très loin. On a été jusqu'à la cour pour pouvoir y laisser mon logement. Mais moi, ma date de déménagement était faite. Fait que, en tout cas, ça a été une petite histoire. Là. Ça a duré 1 an. Ça a été l'enfer pendant 1 an. On a fini, ma fille, elle était avec son petit chum dans le temps. Mais là, son chum, dans ce moment-là, il l'a quitté. Fait que là, elle se disait pas capable de prendre soin de la maison tout seul, parce que c'était grand quand même. Puis, fait qu'elle a décidé, en fin de compte, de lâcher prise sur les choses. Fait qu'on a décidé d'accepter l'offre que la coopérative faisait là, de quitter. Là, ben, moi, j'ai trouvé un petit 4,5, puisque je ne pouvais pas une manière ou une autre. Mon conjoint, puisque là, j'ai un autre conjoint, puis lui, il n'était plus capable non plus. C'est dur à gérer au quotidien. Ma fille est très dure à gérer. Fait qu'on a décidé de trouver un logement, puis tout ça, puis venir à ses besoins. Mais le temps qu'on trouve quelque chose, parce qu'on essayait de trouver quelque chose. On a compris. On a compris une chose. Maintenant, revenons à nos moutons. Vous avez eu 2 enfants et vous nous dites que c'est le géniteur qui a pris soin des bébés. Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Ben, je veux dire, moi, je connais soin quand même, là, mais c'est. Parce que moi, je travaillais de nuit, fait que je pouvais plus gérer mon temps, fait que je prenais au moins quand même du temps avec mes enfants, mais c'est lui qui était là, c'est lui qui restait à la maison. Mais je vais vous dire là-dessus, autant qu'après, ça a été un excellent père. Lui, c'était un homme qui pouvait rouler dans l'herbe avec les enfants, il jouait, il se mettait à leur niveau. Puis lui, même, il avait plus de points que moi. Puis quand c'était le temps parce que moi, j'étais toujours oui. J'ai bien de la misère avec ça. Moi, je toujours dit après de dire oui. Vous savez, les auditeurs, je vous ferai remarquer que c'était ma question à venir. Et Nicole a le brio intellectuel de me devancer. On peut se demander pourquoi qu'elle me devance. Avec l'excellent père, puis la salade qui se roule à terre avec eux autres, puis il est capable de se mettre à leur niveau, mais j'applaudis. Non, mais c'est juste ça. Le problème, c'est que les enfants n'ont pas eu de père. Ils ont eu un toxicomane pour les élever. Par la suite, oui. Alors là, je vais vous demander une question. Puis faites-vous aller les rockers assez rapidement, s'il vous plaît. Quel genre de parent le géniteur, quel genre de mère le géniteur a été pour votre fille? Quel genre de mère? Que ses parents à lui? Quel genre de mère votre géniteur recyclé en nourrice a été pour votre fille unique, pour votre fille? Ah. Ça, là-dessus, ben moi, j'ai quand même gardé mon rôle de mère. Là. Oui. Non, Nicole, à partir de quel âge vous êtes retournée à plein temps au travail
et en faisant du surtemps en plus. À partir, le bébé, votre fille avait quel âge? C'est mon garçon qui était le deuxième. Mon premier, ben, ma fille, j'ai été un peu plus de temps parce que j'ai pas retourné au travail longtemps, je suis retombée enceinte, fait que j'avais été Nicole. Mais c'est sûr, un an. On avait le droit à un an Je vous ai posé une question précise. Un an après, je suis retournée au travail. Bon, un an. Alors, c'était un bébé. Et là, c'est le géniteur qui s'occupe du bébé. Quel genre de maternage a-t-il effectué auprès de votre fille à partir d'un an jusqu'à je ne sais pas quoi? Jusqu'à temps qu'il rentre, qu'il commence l'école à maternelle. Ben, je pourrais dire, en tout cas, il gérait bien la situation, puis tout. Il avait plus le tour avec les enfants que moi Bon, gérer ça va être ça, c'est la réponse. Alors, vous considérez que le géniteur a été une meilleure mère pour votre fille que vous-même? Ben, moi, pas une meilleure mère, là, parce que quand même, comme j'ai dit, j'ai joué mon rôle de mère. Tout le temps Nicole, que je c'est un bébé d'un an. Il passe ses journées avec le bébé. Vous travaillez de nuit et vous dormez le jour. Ben, je dormais le soir. Je restais debout le matin jusqu'à midi, 1h, jusqu'à temps quand je retournais se coucher l'après-midi. J'allais me recoucher là. J'attendais. Fait que je passais tout le matin quand même avec eux. OK. Mais lui, après ça, prenait la relève du soir, alouette, tout le kit. Oui. Alors, il a materné votre fille. Et je m'interroge sur les qualités du maternage de cet homme-là à partir d'un an pour votre fille. Vous avez l'avantage à y penser. J'y ai pensé et même questionné. Ça se passait très bien. Il n'y avait aucun. Ça se passait très bien. Et la fille du ça peut arriver. Alors, on était malchanceux, cher Nicole. Le géniteur a été un excellent substitut maternel. Malheureusement, vous avez mis au monde une enfant qui était porteuse de tares psychologiques. On m'a déjà dit que le TPS. Pourquoi votre fille ne voulait plus le voir? Ça devenait un problème de. On m'a déjà dit que le TPS, c'était quelque chose, un événement qui peut y avoir arrivé ou des affaires comme ça. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Là. On m'a tellement dit de choses. Là. À un moment donné, on m'a dit que c'était pas inné, c'est au fil des années qu'elle aurait refoulé des choses, puis ce refoulement-là vient. OK, Nicole, qu'est-ce que une dernière, j'en ai une question, Nicole. Vous avez dit précédemment que c'est votre fille, à un moment donné, qui ne voulait plus voir le géniteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne veuille plus le voir? J'ai pensé que, justement, il était parti en thérapie. Puis là, les fins de semaine, il venait à la maison. Puis là, on était séparés. Moi, je l'acceptais qu'il vienne, on ne restait plus ensemble. Justement, je n'étais plus capable. J'avais essayé de l'aider comme j'ai pu. Puis là, ben, il m'avait demandé, parce que c'était très loin la thérapie, il ne pouvait pas descendre juste une journée, il m'avait demandé s'il pouvait venir coucher quand même à la maison. J'avais accepté, fin de semaine, il venait à la maison. Là, tout d'un coup, il parlait beaucoup le dialogue. Il demande à ma fille, puis je ne me souviens plus quel âge qu'elle pouvait avoir, elle avait peut-être 7-8 ans, parce il dit papa, il est correct, papa, il consommera plus, il va arrêter, il voulait arrêter un mois avant sa thérapie. Puis là, ma fille, il avait promis qu'il irait jusqu'au bout. Là, il avait dit à ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas pourquoi je demandais ça à ma fille. Là. Il dit à ma fille, si tu arrêterais, là, parce que papa, il est correct, il est plus malade. Il dit, papa va arrêter sa thérapie. Puis là, il a dit non. Elle dit, si tu arrêtes, je ne te parle plus. Puis elle voulait qu'il continue sa thérapie. Parce que ça faisait comme la 3e qu'il faisait. Là. Mais là, c'est une thérapie de 6 mois. Là, ça faisait 5 mois qu'il était en thérapie. Puis il voulait arrêter avant le dernier mois. Là, ben, ma fille, elle a dit ça. Puis lui, il a dit, écoute, c'est moi l'adulte. Moi, je sais Nicole. C'est à partir de là que ma fille, elle a toujours refusé après. Nicole, on en a assez entendu. On vous a écouté. On vous souhaite bonne chance.
Ainsi va la vie. Bye, Nicole. Bye. La misère humaine dans toute sa splendeur. La misère humaine dans toute sa splendeur. Vous venez d'assister, chers spectateurs, à mon quotidien. Entre autres, tout ça existe. Tirez Comme vos propres homme. conclusions. Moi, je me questionne, qu'est-ce qui fait qu'un homme, là, je suis dans les préjugés, OK, aime mieux rester à la maison à s'occuper d'un bébé que d'essayer de se trouver une job plus payante que sa femme, que sa conjointe. Essayez de l'amener sur une piste. 58 ans. Quel genre de maternage votre fille a reçu de la part de sac à gosse? Pour finir par découvrir 15 minutes plus tard qu'à 8 ans, rencontre au sommet, et là, on se fait des confidences. Ma fille, je te promets, tap. Hey, vous l'avez entendu? Vous savez, les amis, il y a des petites règles quand on a des enfants. Un, c'est de se regarder aller de temps en temps. Pour ne pas trop faire d'erreur. Parce que si on se regarde aller une fois de temps en temps puis on s'attrape, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger le tir. Ou on pourrait. Ensuite, une autre règle. Si vous confiez votre bébé à quelqu'un, essayez de le regarder aller un peu. Essayez d'observer ce que cette personne-là fait avec votre bébé. Moi, je n'ai pas de problème à ce que vous donniez votre progéniture à n'importe qui. Mais c'est votre responsabilité, pas celui du PQ, de surveiller ce qu'on fait avec votre bébé. Moi, ce que je ressens, là, ce que je perçois, quand tu as dit que c'était un bon père, etc., si, Nicole, admet que c'est un mauvais père, ça serait un peu d'admettre qu'il y a eu erreur. C'est peut-être là que c'est difficile. Oh! Madame Arsenault, vous êtes dans les inférences. Oh! Oh! Imaginez-vous donc que tout le monde se protège. Tout le monde veut se sauver les fesses. TPL! TPL! TPL. C'est la maladie, je te le dis. TPL. Hey, on aurait-tu pu se faire galvauder? TPL? Ça, vous ne croyez pas beaucoup. Hein? Quand quelqu'un parle de TPL depuis que je vous connais, là, c'est comme la ménopause. Ben, c'est n'importe quoi. Nicole, qui a épousé le diagnostic de sa fille, peut-être à tort, peut-être à raison, le point n'est pas là. Mais la motivation derrière l'appel est évidente. Sauver ses fesses à 58 ans. Puis j'ai mon temps de dire que ses fesses ne sont pas sauvées encore. Ça ne sera pas évident. Je lui souhaite bonne chance pour ça, sauver les fesses. Garochez vos bébés où vous voudrez, mais vous allez ramasser des problèmes. N'oublie pas, 25 ans, elle a passé si elle n'était pas avec le géniteur, elle aurait été dans la garderie d'État. Est-ce que ça aurait été mieux? Moi, c'est pas. Moi, c'est pas pantoute. Ça arrive que je ne sache pas. Écoute. On s'en doute, là, non? Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Hey, il se roulait dans l'herbe avec les enfants. C'est-tu beau? Ouais. Moi, un sac à gosse. Ça m'a étonné que vous disiez rien. Non, j'ai écouté. J'ai écouté d'abord. Elle méritait au moins qu'on l'écoute. Puis je pense qu'on l'écoutait. Mais on en a eu assez à un moment donné.
sais, écouter, ça ne veut pas dire devenir une espèce de pange, là. Non. Un excellent père, José, on te le dit. Ils se mettaient à leur niveau. Moi, je suis un habitant, mais je ne me suis jamais roulé dans l'herbe avec les enfants. Sais-tu pourquoi? Dépendamment des sortes d'herbes, entre autres, dans le mil, le jeune mil, ça pique en cibole si on se roule dans l'herbe. Il faut laisser pousser le foie un peu. On va essayer un peu plus tard, quand le foie était plus long. Ouais, avec des plus grandes personnes de sexe féminin. Poursuivons. Nous avons Pierre-Marc qui est là. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Pierre-Marc. Oui. Oui, excellent. Justement, vous parlez du fameux TPL. Moi, j'ai été diagnostiqué ça au début de la vingtaine parce que j'avais certaines difficultés. Justement, c'est un peu dans le sens de mon appel là, parce que je m'interroge sur la force de caractère versus avoir un inconscient chargé. Puis c'est ça. Puis dans mon cas, comme bon, j'ai une certaine intelligence, on va juste dire ça comme ça. C'est facile pour moi de verser dans des intellectualisations, puis peut-être du mensonge à moi-même. Puis il faut vraiment que je fasse attention. Puis vous aviez déjà dit, je pense, à un moment donné, que dans les prises de conscience, c'est pas de le savoir entre les deux oreilles, c'est de le revivre pour qu'il y ait certaines émotions qui remontent à la surface. Puis dans mon cas, mettons, je faisais des liens, mais il n'y a comme aucune émotion qui remontait à la surface en même temps. Fait que c'est ça qui me pousse à dire que peut-être que j'étais peut-être dans le champ dans mon analyse parce que c'était pas souvent connecté avec un ressenti quelconque. Fait que c'est pour ça que je me demandais. Puis je m'interroge aussi sur la force de caractère parce que, par exemple, vous, Doc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être d'accord que vous avez l'air quelqu'un d'assez fort de caractère. Mais dans votre enfance, j'ai souvent entendu dire que vous vous considérez comme un feluette qui réagissait beaucoup, qui pleurait quand on vous faisait un petit quelque chose, des affaires. En tout cas, c'est votre mère qui avait dit ça, je pense. Puis c'est ça. C'est vrai. Ben c'est ça. Puis de mon côté. J'étais un petit être sensible, Pierre-Marc. Ben oui. Puis d'ailleurs, moi aussi, sauf que je remarque que bon, le résultat de mon évolution, ça me donne pas l'impression aujourd'hui, à 30 ans, d'être fort de caractère. Maintenant, on s'est déjà parlé. On avait conclu que mes parents s'étaient un peu ligués ensemble, puis il y avait eu même certains comportements criminels à mon égard. Puis de ce que je connais de votre histoire, ça n'a pas été votre cas. Vous avez l'air d'avoir été bien entouré, puis tout ça. En tout cas, c'est ce que vous dites. À part la fameuse enseignante qui vous avait vargé dessus, là. En quatrième année, oui. Mais c'est ça, mais à part de ça, Jeanne d'Arc Valois, qu'elle m'avait pas manqué en quatrième. Oh boy! J'étais un premier de classe et le plus battu de la classe. Ça va bien? Oui. Ben oui, c'est ça. Non, puis ça, Jeanne d'Arc, elle frappait fort. Colline! Elle était d'une famille d'hommes forts. Et elle frappait, j'aime autant vous le dire, ça faisait mal. Ben c'est ça. Ben c'est ça. Puis moi, à 6 ans, admettons qu'on allait jouer au mini-pot avec mes parents. Oui. Si je perdais ou j'avais pas un bon score, ben j'étais là, je braillais à la fin, puis j'étais en maudit. Oui. Puis en classe, mettons, parce que moi aussi, j'étais un premier de classe au primaire, là. Puis quand j'arrivais deuxième, j'étais en beau Christ, puis ça me faisait brailler aussi. Fait que c'est ça. Puis bon, en tout cas, on en a déjà parlé. Là. Moi, j'étais en garderie en milieu familial. J'ai pas été c'est ça. Jusqu'à mes 6 ans, en fait, j'ai été mis là à 7 mois. Oui. Mais c'est ça. Bon, fait que oui, j'ai toujours eu la même gardienne, mais les souvenirs que j'ai aussi, c'est entre autres quand j'avais fait mes besoins pendant la sieste alors que j'avais 5 ans. Puis que mon éducatrice m'avait fait comprendre que c'était pas correct, puis elle avait l'air fâchée que j'avais fait ça. À un moment donné, je cherchais ma brosse à dents, puis elle m'a répondu « Ah, elle va te sauter d'en face ». Fait que, tu sais, j'ai pas trop de souvenirs de me rappeler c'était quoi la relation, même si j'ai eu une certaine stabilité là-bas, vu que c'était toujours la même, tu sais. Pierre-Marc? Oui.
quel genre de personne était votre gardienne de milieu familial? Alors, la mère d'accueil, où vous avez été dompé à 7 mois. Ouais. Un petit bébé, là. Puis, vous êtes resté là jusqu'à la maternelle. Oui, jusqu'à la maternelle. Du jour au lendemain, fini la garderie, puis la maternelle. Quel genre de personne? Quel genre de personne était cette femme-là? Oui. Écoutez, sincèrement, j'ai de la misère à la décrire. Je ne m'en rappelle pas beaucoup. Ça va bien, hein? Ça va bien en crise, oui. Mais avec les exemples... Oui, ouais. Vous l'avez dit, ça va bien en crise. Mais c'est ça. A pris soin de moi pendant 6 ans. Ouais. Et j'ai de la misère à la décrire. Exact. Je me rappelle juste de ces petits souvenirs-là isolés, puis c'est pas hyper positif. Votre enfance a dû être longue. Ben, savez-vous quoi? En fait, c'est parce que, comme on l'a dit, quand je suis rentré en maternelle suite à ça, apparemment que l'après-midi, quand mes parents sont allés me reconduire, puis je me rappelle de ça, je m'en rappelle. Je leur faisais des babayes comme si tout allait être beau, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je ressors dans le corridor pour supposément aller aux toilettes, mais possiblement que c'est parce que je les cherchais ou quelque chose comme ça. Puis je me suis comme un peu perdu dans l'école, puis là, ça a été je pleurais, puis ça a été la crise, puis je suis où, puis comme on dirait que je venais de me rendre compte que j'étais dans un environnement que je connaissais pas, puis que ça allait être différent peut-être de la garderie ou... Parce que la garderie, je vous dirais, je me rappelle pas tant de ma gardienne, mais je me rappelle que la maison, pour moi, ce lieu-là, était quand même mon endroit, dans un sens. J'ai des bons souvenirs. C'est ça quand même. Puis... C'était votre foyer? Ben exact. C'était mon foyer. N'ayez pas peur de le dire. Ben la cabane était votre foyer. Exactement. Puis ben merci oui. De le dire. Ben absolument. Parce que, écoutez, là, à 50 heures par semaine, là-bas, là, on s'entend que c'est ça. Ouais, c'était mon foyer. Puis oui, puis rendu, puis après ça, en maternelle, à chaque matin que mon père allait me reconduire, puis on a déjà parlé aussi, c'est pas ma mère qui allait me reconduire, c'est mon père, ben je pleurais, puis je trouvais ça tough, puis tout ça. Puis mais c'est ça, à cette époque-là, c'était mon père qui était plus sensible à moi là-dedans. Puis il avait même écrit là-dessus, d'ailleurs, là, que ça y faisait, parce que j'ai retrouvé de ses écrits plus tard, quand il est décédé, là, en fait, là, à mes 18 ans, parce qu'il avait aussi écrit une lettre là, à ouvrir à mes 18 ans, apparemment. Là. Parce que pour lui, en tout cas, il jouait son rôle d'autorité, puis je précise autorité jusqu'à 18 ans, puis après ça, à 18 ans, j'allais être libre de faire mes propres choix, mais comme il n'y avait comme pas de transition dans tout ça, on dirait, là, pour lui. Ben oui. Exactement. Puis parce que pourtant, dans sa lettre, il disait est-ce que j'ai été trop sévère avec toi? Puis tout ça, j'aimerais ça que tu viennes me le dire quand tu vas lire ces lignes-là, puis tout ça. Puis il démontrait une certaine ouverture, mais pendant le cap des 18 ans, quand je voulais, mettons, m'exprimer puis être en désaccord, puis tout ça, puis c'était le cas aussi avec ma mère, je savais que ça passerait pas parce qu'il y avait une grosse voix, puis c'est ça qui... Fait que c'est un peu, là, c'est comme si pour lui, c'était ça le rôle de parent, puis il mettait de côté peut-être que je rationalise, mais peut-être qu'il mettait de côté une certaine sensibilité qu'il avait en se disant non, c'est pas ça le bon rôle à faire, puis c'est ça qu'il faut que je fasse à la place. Puis, fait que c'est ça. En tout cas, mais on a déjà parlé de mes parents, là, ma mère dans l'enfance, c'est ça. Oui. Pierre-Marc? Oui. Vous étiez combien d'enfants? J'étais le seul enfant de cette union-là, famille reconstituée. J'avais 2 frères plus vieux qui étaient du côté de ma mère, qu'elle avait eu avec un autre homme auparavant. J'avais 8 ans et 11 ans de différence avec mes 2 frères. OK. Avec mes 2 demi-frères. Je les appelle mes frères parce qu'ils ont plus vécu avec nous, là. C'est ça. C'est ça, mais bon, on a déjà parlé, là, ma mère, moi, à 12 ans. À votre connaissance, est-ce que votre père, votre géniteur a regretté d'avoir fait un bébé avec votre génitrice? Moi, je vous dirais que non, pas du tout.
Parce que, ben, en fait, écoutez, je vais essayer d'être nuancé, là. Pas du tout parce que, je vous l'ai déjà dit, c'était mon père qui voulait avoir un enfant. Puis déjà là, comme je vous avais dit, il y a un problème, là. Puis la bonne femme lui a dit, si tu veux un enfant, tu vas t'en occuper. Alors, c'est pour Ben, ça qu'il vous traînait à la garderie, ben, un peu partout. Ben, honnêtement, je pense que ça n'a peut-être pas été dit clairement comme ça, là. Mais puis c'est parce que ma mère était très belle aussi. Puis j'ai soupçonné un peu mon père d'avoir voulu l'attacher après la patte du poêle, comme vous dites, là. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là en même temps, là. C'est dur de démêler ça, puis c'est ce que j'essaie de faire un peu. Je lui prêtais une certaine sensibilité, et là, vous anéantissez ma thèse en supputant que probablement qu'il était jaloux. Ben, j'essaie d'être le plus honnête possible là-dedans, puis de ne rien, de pas me fermer les yeux, puis d'essayer d'être vraiment à l'affût de tout ce qui aurait pu se passer. À votre connaissance, est-ce qu'il était jaloux? Oui, j'ai déjà entendu ça parce qu'ils travaillaient au même endroit. Puis ils avaient un patron à un moment donné qui a mis sa main sur la hanche de ma mère. Puis que ma mère avait rien dit, puis tout ça, ça l'avait vraiment choqué. Puis je me rappelle avoir été témoin d'une discussion comme ça, ouais. Puis je me rappelle que ça m'insécurisait. Chers spectateurs, oubliez la sensibilité que je prêtais au géniteur de Pierre-Marc. Ouais. Mais je me rappelle que ça m'insécurisait, ces chicanes-là. Doc, oui, avec raison. Voyons, la bonne femme aurait pu l'envoyer paître. À votre connaissance, pourquoi elle ne s'en est pas défait? Ben, parce que ma mère, c'est une femme écrasée, entre autres. Là. Non, pourquoi quels étaient ses intérêts? Ouais. Pourquoi, là, concrètement, elle ne l'a pas flushé? Ses intérêts. Parce qu'il est mort, on peut en parler? Oui, absolument. Bon, alors, quels étaient les intérêts de votre génitrice à demeurer sous le même toit que votre géniteur? Allez-y. Parce qu'elle elle manquait peut-être d'autonomie. Concrètement, exemple. Oui, parce que c'était beaucoup mon père, je pense, qui gérait tout ce qui était finance, puis qui était plus au courant de ça, je pense. Même si les deux avaient un salaire pratiquement similaire, là. Oui. Mon père avait plus de qualité, puis des deux, je pense que c'était mon père qui était peut-être un peu plus intelligent aussi. Fait que peut-être que... Fait que c'est ça. Fait que peut-être que... Ben, c'est ça en même temps, je présume, là, mais peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'il a fait croire qu'elle allait pas être capable tout seul, mais en même temps, c'est basé sur rien parce que... Ouais, c'est ça. OK. Est-ce qu'elle était jalouse? Si elle était jalouse de mon père? Oui. Ah, non, pas de miette. Est-ce qu'elle surveillait les femmes qui... Est-ce que c'est un homme qui paraissait bien ou c'est un laidron? Ben, avec les années, il avait pris du poids, là. Fait que c'était pas... Elle l'avait engraissé comme un cochon, puis à ce moment-là, les femmes rôdaient moins autour de lui? C'est possible, mais il y avait une tendance à manger beaucoup, je pense. Je sais pas si c'est à cause de ma mère, ça. Je le sais pas, mais quand même... Mais attendez. Mais je sais très bien... Vous êtes amusant. Que ma mère avait les mêmes opinions que mon père par rapport à la fidélité, entre guillemets, puis tout ça, là. Fait qu'on peut, tu sais, on peut peut-être résumer. Je peux faire une parenthèse, là, Doc. Ben oui. Les hommes qui prennent du poids, c'est pas tout le temps la faute de la femme, là. Il y a un homme d'une intelligence supérieure, en plus, qui est capable de dire, chérie, j'en ai trop dans l'assiette, là, j'ai pas assez faim pour ça. On va leur donner un peu, là. Deuxième hypothèse, José. Pierre-Marc, que savez-vous de la fréquence copulatoire ou coïtale de votre géniteur?
Ah, c'était, écoutez, avec les années, de moins en moins. Puis lui, il voulait. Ben oui, parce que les deux me l'ont confié. Oui. Oui. Puis c'est pour ça, là, je vais faire un lien après, là, mais oui, ils me l'ont confié parce que mon père se plaignait parce que ça, j'étais témoin de leur dispute, en fait. Fait que j'en étais témoin comme ça. Il disait, ben, tu veux plus qu'on fasse l'amour, puis toute l'équipe, puis blablabla. Puis ma mère, à partir de l'adolescence, ben moi, c'était l'inceste psychologique au bout avec moi. Fait qu'elle m'a confié, tu sais, ton père, tu sais, il a pris du poids, puis tu sais, au niveau de son hygiène, des fois, c'est pas terrible. Puis, fait que tu sais, elle me confiait tout ça. Fait que là, je connaissais les attendez un raisons peu. L'hygiène de quoi? De la bouche ou du gland? de tout ça. Elle vous Non, contait tout ça. qu'est-ce qu'elle vous disait? Ben, Alors, José, oui. on fonce à fond la caisse. Ben oui, parce que regardez, quand il allait à la Non, selle, quels sont les mots qu'elle a utilisés? OK, ben, elle a pas parlé de son pénis. Là. Elle n'a pas parlé de son pénis. Elle disait, ouais, qu'au niveau de la bouche, tu sais, des fois, il n'était pas toujours. Puis c'est ça. Puis mon père avait des prothèses dentaires. Puis il n'était pas bien entretenu, puis tout ça. Puis elle disait que. Elle disait que quand elle faisait le lavage, ben quand il allait à la selle, il s'essuyait mal. Fait qu'il y en avait quand elle faisait le lavage, tout ça. Puis tout ça. Puis elle m'a dit ça, tout ça. Voilà. Elle me l'a confié. Puis elle m'a dit... Est-ce qu'elle vous a parlé de son gland? Est-ce qu'elle a déjà fait allusion à le fait qu'il ne se nettoyait pas le tour du gland? Il y avait du fromage autour. Non. Ah, là, on commence à avoir rempli le chaudron, là. Pas aller jusque-là. José, voyons. Elle n'est pas allée jusque-là. Là, on est dans les tresses de brin qu'on est dans le fromage autour. Wow, là. Oui, mais je vais faire un jeûne aujourd'hui. Ça va être parfait. Continuer, ça ne me donne pas le goût de manger. Non, mais José, c'est un fait de la vie. C'est du smegma. Alors, si tu ne vois pas, si tu n'es pas circoncis, tu as du smegma autour du gland. Oui, mais Doc... Il y en a qui appellent ça du fromage. Ah ouais, mais il y en a qui se lavent aussi, hein? Mais Doc, je pourrais peut-être faire un lien. Oui, allez-y, Je Pierre-Marc. pourrais peut-être faire un lien parce que, tu sais, si on met tout ça ensemble, là, mon père qui est malpropre, l'inceste psychologique de ma mère, moi, là, à l'adolescence, surtout, puis vers la fin de l'enfance, j'ai commencé à développer un trouble obsessionnel compulsif sur le lavage de mes mains, de mon corps, de vous partout. Qui avez peur des MTS aussi? Oui, exactement. Puis ça, c'est étroitement lié, je pense, avec l'inceste psychologique de ma mère, là, entre autres. Mais ouais, c'est d'être... ouais, exact. Puis, ben oui, là, que je vérifie au niveau de mes conjointes, que je leur pose plein de questions, puis tout ça. Continuez. Le toc, lavage des mains, lavage du corps. Ouais. Oui. Quel lien avec la mère? Continuez. De me sentir assez propre pour elle, dans un sens. Ouais. Maman, suis-je assez propre pour toi? Maman, exactement. Je peux t'assurer qu'avec le niveau de propreté que je démontre, tu serais enchanté. Exactement. Puis j'avais pas fait ce lien-là si clair que ça auparavant, là, par rapport à mon père et tout ça, mais je pense que oui. Puis tu sais, c'est pour ça, là, j'aimerais revenir là, en dernier là, par rapport à force de caractère versus inconscient chargé puis tout ça. Parce que oui, bon, ça a quand même certaines conséquences. Là. J'ai eu de la misère à me trouver au niveau de mes études parce que j'ai tendance à m'auto-dénigrer puis à ne pas... j'ai peur de l'échec, j'ai peur de... Mais en même temps, je vous avais appelé récemment par rapport... Moi, je voulais avoir une carrière artistique. Puis mes deux parents, à leur façon, ma mère, pour me regarder près d'elle, m'a dit qu'il y avait beaucoup de drogue dans ce milieu-là. Mon père m'avait dit, tu sais, t'es mieux de faire ça en parascolaire, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à démêler puis faire comme entre, tu sais, faire « hey, fuck off », tu sais, c'est pas parce que vous m'avez dit ça, moi, je vais suivre ma voie, puis c'est tout. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a dans tellement de sphères qui m'ont brimé, puis au niveau de mon autonomie aussi, là, je veux dire, la capacité de faire des choix, choisir mon école, choisir mon programme,
comme j'étais premier de classe, ben, ils voulaient que j'aille dans le programme international où est-ce qu'on faisait toutes sortes de projets, mais qui étaient, honnêtement, là, ces projets-là, là, j'ai passé mon secondaire à bullshitter puis à écrire des affaires pour remplir des lignes parce qu'ils nous demandaient 20 lignes pour expliquer toutes nos affaires. J'ai passé mon temps à bullshitter, puis calisse que ça me faisait suer. J'aurais juste voulu être dans des matières enrichies sans avoir à faire tous ces hosties de projets-là plates. Mais j'ai jamais eu la possibilité de choisir. Parce que quand j'étais accepté au privé à l'école, ils m'ont dit « Ouais, puis tu es accepté à l'international en plus. » J'avais compris que j'avais pas le droit de faire ce choix-là. Ils m'ont conditionné depuis que je suis jeune à ne pas faire ces choix-là. Et qui plus est, à ne pas prendre confiance dans chacun des choix que j'allais faire au fur et à mesure que je grandissais. Parce qu'évidemment, en enfance, puis tes choix n'ont pas la même importance. Mais là, j'arrive à l'âge adulte, puis là, comme mon père est décédé, puis que ma mère a fait que tu feras ce que tu voudras, je suis laissé à moi-même, fais tes choix d'adulte, puis tu te le quittes, mais je peux pas avoir confiance À partir dans de mes quel choix âge, parce que... à partir de Ouais. quel âge, Pierre-Marc, avez-vous été laissé à vous-même? Quand j'ai commencé à m'affirmer auprès de ma mère. Non. Non? À partir de l'âge de 7 mois, vous avez été laissé à vous-même. Ah, ben oui. Vu de même, effectivement. Effectivement. Vous aviez Ben pas oui, pensé mais en ça, même là, temps, ben non, parce que j'étais en garderie en milieu familial. J'ai pas vécu les CPE. Fait que je me disais, moi c'est pas si pire, mon affaire. Sauf que... La brosse à dents va te sauter d'en face. Ah, absolument. Hein? Absolument. Vous faites Puis... votre crotte à 5 ans accidentellement pendant la sieste. Ouais. Mais où le problème? C'est un accident, ça. Oui, mais moi, je peux Hein, vous la dire qu'en bonne femme a maternelle... réagi comment? Votre odeur de crotte, elle ne l'aimait pas. Mais ouais, mais c'est ça. Puis en maternelle, là, moi, quand un de mes amis me faisait rire, là, ben, des fois, quand je riais trop fort, je pissais dans mes culottes. Là. C'est déjà arrivé. Là. Puis je me suis déjà demandé, est-ce que c'est un accident, des choses qui arrivent, ou c'est un signe de régression dans mon cas? J'ai de la misère à démêler tout ça. C'est important qu'un petit enfant brillant et sensible ait 2 bons parents ou 2 parents raisonnables pour s'en occuper. OK, mon Pierre-Marc? Fait que la force de caractère, c'est ça qui me manque, ou c'est parce que j'ai eu des zigotos comme parents, ou c'est un mélange des deux? Bye, Comment je fais pour... À la prochaine. OK. Bye. Merci beaucoup. Ah, ben, quand même du bon bout de chemin de fait aujourd'hui, Pierre-Marc, là. Bye. C'est une grosse bouchée aujourd'hui encore. Vous pouvez lever la main en passant, il y a de la place pour un dernier appel avant qu'on se quitte. La gestalt, le tableau global de sa réalité devient plus visible, plus facile à regarder, plus facile à comprendre, plus facile d'en voir les impacts négatifs. Vous savez, les gardiennes en milieu familial, il y en a qui peuvent être très bonnes, puis il y en a d'autres, là, c'est pourri. Moi, ça va te sauter d'en face. Hey, petit Chris, t'as fait ta crotte pendant la sieste? Voyons! Quel âge tu penses que t'as? Il s'est échappé. Pauvre. Tu te pointes à sa place, hein? Oh, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Les enfants sensibles et intelligents, mesdames, sont faciles à traumatiser. C'est beaucoup plus facile à les marquer pour longtemps. Faites attention à ce que vous dites et vous faites. Si vous avez un enfant déficient léger, votre réaction, là, ne change pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'imprègne dans son cerveau. Je ne vous dis pas de frapper dessus, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis au niveau du traumatisme. Les enfants sensibles et intelligents sont beaucoup plus faciles à traumatiser que des moins sensibles et des moins intelligents. Ça vient de moi, ça. Vous pouvez ne pas me croire. C'est pas écrit à nulle part. Sur les ondes d'un poste de radio ou à la télé, il y aurait
une levée de bouclier suffisante pour littéralement m'assommer, m'enterrer. Là, personne ne réagit. Mais voulez-vous bien me dire quel est l'intérêt d'une mère d'aller parler de l'hygiène corporelle de son conjoint à son enfant? Finance. T'as pas vu les yeux La vie fièrement? sexuelle de Ben oui. d'elle et de son père. Imagine la scène. La génitrice, belle comme un cœur, les seins encore haut placés, se confie à son adolescent qui commence à sentir grenouiller dans ses pantalons. Et là, elle se confie à lui. Hi! L'adolescent, bouche sèche oblige, boit les paroles, avale les paroles de la génitrice avec énormément d'intérêt. De fierté. Sa mère se confie à lui. On a une réaction de Anonyme. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Une fois, deux Ça fois. va? Oui, On vous entend? On vous écoute? parfait, je vous remercie. Là, sérieusement, je veux faire ça rapidement, mais j'en tremble, moi, parce que là, j'ai pas tout entendu ce que les propos de la personne avant moi, mais j'ai tellement vécu les émotions que vous mentionnez. Vous parlez souvent des répercussions au niveau des enfants uniques, je pense, mais je trouvais que mes parents avaient aucun reproche à leur faire, puis vous me disiez que je voulais pas voir et tout ça. Bon, j'étais parvenue à arriver à dire que je trouvais qu'il y avait certains torts, on en a discuté. Mais là, je suis en train de me rendre compte que quand je disais qu'il m'avait enseigné la vie, je me rends compte que c'était. J'étais à l'opposé, là, monsieur, de ce qui est la réalité, en fait. Puis j'ai eu un vrai choc à 21 ans quand je suis partie d'une relation. Ça faisait 7 ans que j'étais avec ce conjoint-là. On était en appartement, là, tu sais. Mais j'ai vraiment eu un choc de me retrouver face à la vie. J'ai vécu plein de choses que j'avais jamais faites adolescente. J'ai comme vécu une crise d'adolescence à ce moment-là. J'ai des torts aujourd'hui que je considère que c'est parce que justement, j'étais comme laissée à moi-même, mais comme si la personne, elle me laissait à moi-même, pas par manque de bienveillance, parce qu'elle me surveillait, mais comme si la personne prenait toujours pour acquis que j'allais me débrouiller toute seule et apprendre toute seule. Sophie, comment pouvez-vous, d'abord, est-ce que j'ai bien compris? À 21 ans, vous aviez déjà 7 ans de vie commune derrière la cravate avec un homme. Est-ce que j'ai bien Non, compris? non, pas de vie Non. commune, mais de fréquentation, oui, mais pas Alors, de vie commune, là. OK, vous fréquentiez un homme depuis l'âge de 14 ans. Oui. Et là, Lorsque vous aviez 14 ans, votre chum avait quel âge? il y avait 18 ans. Bon, majeur. Alors, c'est un détournement de mineur en partant. Vous avez commencé par nous dire que vous en tremblez, puis là, vous avez vécu des émotions. Comment Oui, pouvez-vous non, mais trembler? parce que quand je vous parle, vous n'aimez pas ma voix, puis ça me fait trembler à chaque fois. Fait que je vous avertis pour que vous compreniez que ma voix est comme ça, parce que vous me faites trembler. Mais là, ça Oui, va, donc je ben, vous ai c'est de plus. ma faute. Mais Non, ma du question... tout, là, arrêtez, là. Vous avez été assez malin pour d'autres un matin. Là, moi, vous en avez eu assez ma dose pour dans d'autres appels. Là. Aujourd'hui, un petit 5 minutes de compréhension, ça serait apprécié. Ma question Oui, est la suivante. oui, Est-ce que vous prenez des médicaments? oui. Comment pouvez-vous trembler et vivre des émotions avec toute la médication affectant votre cerveau que vous prenez? Expliquez-nous ça. Monsieur, je pleure à la moindre. Je
suis pas capable de calmer, pas de calmer, mais Ah, de ça, c'est probablement pas un montrer Rivotril. mes émotions. Est-ce que vous prenez du Rivotril ou de l'Ativan? Je prends du Rivotril quand je suis pas capable de me contrôler, mais du Rivotril, Bon, je n'ai 1 à 3 comprimés sans obligation par jour. Je les oui. prends pas tous les jours. Vous en avez combien de pris ce matin, là, de Rivotril? 0. Vous en avez pris combien hier soir? Hier soir, j'en ai pas pris. J'en ai pris un au souper de 0,5. OK. Quoi d'autre que vous prenez comme médicament? Vous le savez Qu'est-ce que déjà, vous- monsieur. Même si vous voulez me retourner la crêpe encore aujourd'hui, c'est pas là-dedans que je vais aller. Mais Je Sophie, veux regardez, comprendre. trembler et vivre des émotions alors qu'on est gelé comme une bine par la Arrêtez, médication. là. C'est pas ça. C'est pas important, OK? Je vis des émotions même si je prends ces médicaments-là. Non, Puis, c'est je veux... là qu'est mon point. C'est que je veux informer les spectateurs. Mais je vous Et donnais raison l'autre jour, hein? vous êtes L'autre fois, quand vous probablement un m'avez bel parlé, exemple de personne qui croit avoir une vie intérieure, une vie émotionnelle, alors qu'elle est gelée comme une bine. non, C'est attendez. ça mon point. La dernière fois, là, on s'est parlé un matin et je vous ai dit, vous aviez raison de dire qu'une personne qui prend des médicaments comme moi ne peut pas avoir un poste important dans la vie parce que cette personne-là ne peut pas prendre des décisions intelligentes sur le moment quand ça concerne autrement que la personne elle-même. Je trouve que ça ne devrait pas être applicable. La Ben, dans personne bien des devrait... cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas toujours, mais dans bien des cas, oui. C'est ça, je suis d'accord avec vous aussi que Mais je prends la pourquoi vous rappelez ce matin, là? Vous Parce savez qu'elle très elle s'est bien. rendue compte que ses parents, c'était pas des parents comme elle le croyait avant. C'est ça que je comprends. Exactement. Merci, José, Parce exactement. que le premier appel de tout, je m'en souviens, elle voulait rien savoir, elle protégeait ses parents, elle disait qu'elle avait fait ce qu'il pouvait, puis là, aujourd'hui, elle admet que finalement, elle s'est trompée. Oui, puis puis en plus, M. Mailloux, là, en plus, vous m'avez fait vous dites que j'ai pas d'émotion, mais moi, depuis que j'ai été opérée à la gorge, quand j'ai des émotions fortes, la gorge me serre. J'ai de la misère à parler, puis après ça, vous me dites que je suis gelée comme une bine. Mais après ça, je vous observe avec votre non-verbal quand je réécoute les appels, puis là, ça me fait OK, c'est bon, je comprends, mais n'empêche que c'est difficile de vous parler. Mais vous avez raison sur le 3/4 de ce que vous... Pas le 3/4. Sophie. Attendez. Tout ce que vous dites, vous et les intervenants sur les médicaments, vous avez raison, OK? Je l'ai vécu quand j'ai commencé à les prendre. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais là, ça fait longtemps que j'ai la même médication qui est suivie extrêmement. Pensez-vous que je peux prendre une pilule de plus que ce que j'ai dans mon pilulier? Voyons, M. Mailloux, soyez logique. OK? Vous le savez, là. Mais c'est important de le montrer aux autres que ça, c'est de la cochonnerie, qu'il ne faut pas prendre ça, faut éviter ça à tout prix. Puis les gens qui prennent ça, vous voyez comme moi, quand je suis émotive, on ne peut pas prendre une décision intelligente en étant sous effet de ces médicaments-là, que ça concerne un emploi, un enfant ou une autre personne que soi. Mais on peut avoir des émotions, M. Mailloux, et je me ferme. Sophie, Oui. à la prochaine. Bye. Bye. Merci quand même d'appeler. Écoutez, vous faites partie de notre collectivité et vous êtes représentative d'un certain pourcentage. Pour la Mais majorité. rapidement, là, la question moi, que j'aurais aimé qu'elle pose, c'est pas pensez-vous vraiment que je pourrais prendre une pilule de plus, mais ça pourrait pas être est-ce que je pourrais prendre une pilule de moins? Avec un suivi, ça se fait-tu diminuer les pilules pour quelqu'un comme ça ou dans certains cas, c'est essentiel? Vous ne connaissez pas son dossier, vous ne pouvez pas prononcer. Mais OK. C'eût été dangereux de me prononcer sur la médication de Sophie. Je comprends. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Ativan et le Rivotril, toute la famille des benzodiazépines, dépriment, font pleurer davantage. Alors, si vous avez tendance à pleurer et que vous prenez des Rivotril, ça va couler, je vais autant vous le dire.
c'est l'effet habituel dépresseur du système nerveux central des benzodiazépines. Vous voyez, Gadi, ça baisse, ça baissera encore. C'est le souhait que j'ai. Mais Merci. Oui. l'élément interpellant de ce matin, dans le cas de Sophie, à 14 ans, il y a un homme de 18 ans qui s'en occupait. Oui, oui. Les amis, pas sûr que c'est l'idée du siècle. Ouais. D'avoir À des demain, tout le monde. 18 ans auprès d'adolescentes débutantes. Bye. À demain.